France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre à Bruxelles depuis le Parlement européen pour notre partie débat. Cette semaine, nous mettons le cap à l'Est dans notre club des 27. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays de l'Est reprochent à l'Ouest leur aveuglement sur les intentions de Vladimir Poutine. Ils sont désormais en première ligne d'ailleurs pour l'accueil des millions de réfugiés ukrainiens et certains pourraient en profiter pour faire oublier leur dérive autoritariste et la mise en cause régulière de l'état de droit dans leur pays. Et les Européens peuvent-ils se permettre de sanctionner désormais au portefeuille une Pologne et une Hongrie qui ne respectent pas l'indépendance de la justice et de la presse ? Au sein même d'ailleurs du fameux groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, des lignes de fracture fortes sont apparues. Le Hongrois Viktor Orban ménage le maître du Kremlin qui est à la tête, qui est la bête noire des trois autres. Les dirigeants polonais, slovaques et tchèques se sont d'ailleurs rendus à Kiev pour affirmer leur soutien au président Zelensky, à la surprise générale des autres pays membres. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Marc Tarabella. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge des socialistes et démocrates. Et face à vous aujourd'hui, une Tchèque, Michaela Šojdrová, bonjour, du groupe du Parti populaire européen. La guerre en Ukraine semble rebattre les cartes pour ce qui est du fameux fossé Est-Ouest. Votre pays, la République tchèque, est à nouveau dans les petits papiers de Bruxelles, notamment parce que vous accueillez des centaines de milliers de réfugiés, vous croyez ? Alors, bonjour à tous. Bien sûr, la République tchèque est très proche à l'Ukraine. Et nous sommes décidés d'ouvrir les portes, d'accueillir. Et maintenant, nous avons en la République tchèque 300 000 des réfugiés. On l'aide, nous sommes vraiment décidés pour l'aider. Et si vous m'avez demandé l'Est, l'Ouest, je crois que l'expérience que nous avons avec l'Union soviétique, avec la dictature, ça nous oblige d'être solidaires. L'Ouest de l'Europe, dont le couple franco-allemand d'ailleurs, a minimisé la menace que représentait Vladimir Poutine. Est-ce que ça donne à l'Europe de l'Ouest moins de légitimité aujourd'hui à donner des leçons aux autres qui, eux, ne cessaient d'alerter ? Non, je ne crois pas. Je pense que la relation a toujours été différente entre l'Europe de l'Ouest qui a vécu sous la démocratie à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Europe de l'Est qui a été sous le joug de l'Union soviétique et qui n'a pas connu la démocratie jusqu'à la chute du mur de Berlin. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, l'agression russe en Ukraine, la guerre dont souffrent les Ukrainiens, le fait qu'ils doivent quitter leur pays aujourd'hui, a sans doute été un élément catalyseur qui soude ou ressoude, là où il faut, les Européens qui ont bien montré pour la première fois dans leur histoire qu'il était utile d'avoir une politique de la défense. L'OTAN, on s'est toujours réfugié derrière l'OTAN, mais je pense qu'il faut une défense clairement européenne, parce que les intérêts de l'Europe et des États-Unis ne sont pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, il y a quand même une réaction commune, unique, par rapport à des sanctions, par rapport à de la livraison d'armes, qui, globalement, c'est quand même historique dans l'histoire de l'Union européenne. Oui, mais alors ce qu'il y a d'un petit peu intriguant quand même, c'est que lors de la précédente grande crise migratoire, vous parliez des migrants en 2015, le fameux groupe de Visegrad à 4, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Pologne, a refusé les réfugiés syriens et en particulier tout quota de répartition entre les États membres. Et là aujourd'hui, vous me dites, vous prenez 200 000 titres de séjour que vous distribuez. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Il y a eu ce problème-là quand même au moins 300 000 en République tchèque, les 2 millions en Pologne. Il y a la différence parce que ce côté de l'Europe, de l'Est, n'avait pas la communauté de ce coin de monde. Alors, de Syrie. Nous sommes vraiment différents, nous avons la différente tradition, la différente culture. Oui, l'Ukraine
parce que l'Ukraine était part de la Tchécoslovaquie pendant 20 ans. Alors nous avons vraiment les communs histoires, les communs traditions. Oui, vous avez dit chrétien, mais toute histoire était. Nous sommes de même, nous sommes très proches. Aussi de langue, ils sont les Slaves. Alors nous comprenons sans les interprètes s'il faut. Alors il n'y a pas les barrières culturelles. Alors c'est pourquoi. Et aussi en République tchèque, déjà avant la guerre, il y avait 140 000 des travailleurs, des ouvriers qui ont été dans notre marché de travail. Alors l'intégration est très naturelle, sans barrière, c'est pour ça. Marc Tarabella, on l'entend, les pays frontaliers à l'Ukraine accueillent des réfugiés par centaines de milliers. Ils soutiennent la résistance ukrainienne en leur livrant des armes, pour la plupart en tout cas. En l'espace de quelques semaines, de paria, ils se sont refait une virginité. On oublie tout le reste ? Non, je ne crois pas. Si vous faites allusion au fait qu'on a quelques difficultés, notamment avec la Pologne et avec la Hongrie par rapport à l'état de droit, il est clair qu'on ne doit pas l'oublier. Mais aujourd'hui, je sais que le Parlement va essayer d'être inflexible. La Commission essaye quand même de mettre un frein à un élan qui était de dire on va aller jusqu'aux sanctions économiques, aux sanctions en tout cas sur les fonds européens. Ah ouais. Car c'est vrai que c'est un paradoxe que la Pologne, qui aujourd'hui a un grand succès économique, c'est en grande partie grâce à la solidarité européenne qu'elle le doit. Pas uniquement, parce qu'ils utilisent bien les fonds, on ne va pas le reprocher aux Polonais, ils utilisent bien les fonds structurels et il y a eu un développement économique. Mais c'est grâce à l'Europe. Et au lieu de ça, elle dit... on tourne le dos à l'Europe. Alors pourquoi y aurait-il un frein concernant les sanctions ? Le frein, c'est parce qu'ils sont en première ligne par rapport aux réfugiés ukrainiens, qu'il y en a peut-être déjà 2-3 millions en Pologne aujourd'hui, qu'en Belgique on en a 20 000. Chez vous, il y en a 200 à 300 000. Mais ça veut dire qu'on va couper des fonds alors que sans doute ils vont faire le plus grand effort d'accueil de ceux qui fuient la guerre près de chez eux. D'ailleurs, on a bloqué aussi leur plan de relance un petit peu. La Commission la garde un petit peu, les plans de relance un peu bloqués pour certains. Et puis, il y a cette perspective de sanctions qui est désormais autorisée par les traités, parce que c'est une nouveauté qui serait imposée à la Pologne et la Hongrie. Ils sont accusés de dérives autocratiques très, très précises, mainmise sur le système judiciaire, sur les médias. Tout ça n'est plus d'actualité. Vous dites, on tourne la page ? Mais vous savez, il y a un mois, on n'a pas prévu la guerre. Et vraiment, nous sommes à la guerre. Nous n'avons pas pu prévoir que vraiment la Pologne elle a la longue frontière avec le pays qui est en guerre, qui est vraiment menacé par les raquettes, par les bombes. Alors, on n'a pas oublié. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas oublié parce que l'état de droit doit être renforcé. Je suis sûre. On n'a pas oublié, même pour maintenant, on a vraiment les soucis pour sauver les vies humaines. Maintenant, nous sommes assis, mais à Ukraine, on bombe. Il y a les gens qui sont menacés par la vie. Et nous sommes aussi menacés, par exemple, nous allons parler de la sécurité alimentaire. Ça va influencer l'Union européenne, tous les concitoyens, parce que l'Ukraine, c'est la plus grande... le grenier à blé de l'Europe. On sent bien qu'il y a une grande divergence entre un Viktor Orban pro-Poutine qui refuse de livrer des armes aux Ukrainiens et qui est dépendant à 80% du gaz et pétrole russe. Et donc, il ne veut pas trop heurter son économie. Et puis, la position de votre pays, par exemple, la République tchèque, tout comme d'autres pays baltes et à l'Est. Est-ce que Viktor Orban et la Hongrie va devoir clairement et rapidement manifester son allégeance à l'Union européenne totale et entière? Mais Viktor Orban est très, comment on peut dire, il est spécial. Il faut dire, il joue maintenant sa politique pour gagner les élections, c'est sûr. Et je crois que c'est vraiment pas du tout solidaire, c'est pas du tout vérité, c'est pas du tout européenne non plus. Bien sûr, mais je suis très triste pour ça. Je suis très triste parce que
il était le membre de notre groupe, de notre famille politique, mais maintenant on voit qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment l'exception. Il n'a pas sa place en Europe, Viktor Orban? Maintenant, ce qu'il fait, je crois, bon, il a permis l'aide humanitaire qu'ils ont pu passer, d'accord, mais je crois qu'il faut le demander pour vraiment se retourner aux valeurs européennes, aux solidarités, aux valeurs humaines, parce que ce n'est pas maintenant la politique. Nous sommes dans le même bateau, j'ai dit. Nous sommes dans le même bateau. Un autocrate comme Viktor Orban, il en profite pour redonner un petit tour de vis à tous ces médias, etc., qui sont d'ailleurs gangrénés un peu par la propagande pro-russe, hein, puisqu'il est proche de Vladimir Poutine. Il n'était pas avec les autres sur la photo de famille du groupe de Visegrad en Ukraine, parce qu'il n'y est pas allé finalement. Est-ce qu'on va laisser prospérer cet autocrate sans lui faire de remarques justement sur sa solidarité ou non-solidarité? Je ne pense pas qu'il faut laisser prospérer, parce que c'est un provocateur depuis des années. Et qui joue avec ça. Et chaque fois qu'on l'a invité pour venir s'expliquer au Parlement européen, ça leur fait de la publicité dans son pays. Parce qu'il résiste à toute l'Europe. Et alors, il devient de plus en plus un héros, porté par des médias qu'il contrôle, puisqu'il contrôle tous les secteurs économiques. Parce qu'il y a aussi des oligarques, il n'y a pas qu'en Russie, en Ukraine, il y en a aussi. Mais il y en a aussi en Hongrie, des oligarques, qui sont entretenus par Viktor Orban. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la position qu'il a est là, quand on doit faire tous front face à la guerre que subit l'Ukraine, lui aussi dénote à une position différente. Mais il vote les sanctions, attention. Oui, il vote les sanctions, c'est bien la moindre des choses qu'il puisse faire. Hein, c'est important. Il ne manquerait plus que ça, allais-je dire. Ouais. Marc Tarabella l'a abordé tout à l'heure. Hein. Vladimir Poutine a peut-être réussi finalement ce tour de force qui consiste à réconcilier l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. En gros, face à un ennemi commun, on se découvre beaucoup plus européen et uni. Je suis très triste pour la situation que se passe, mais vraiment, ce qu'il faut apprécier, que nous sommes très unis. Hein. Il faut le dire aussi dans les sociétés, mais il faut être très prudent parce que si la situation va être difficile économiquement, on peut prévoir les difficultés économiques, sociales, financières. Alors, il faut le prévoir, c'est aussi pourquoi nous allons discuter de la situation dans l'agriculture pour avoir assez d'alimentation. Mais quand même, je crois que maintenant nous voyons, c'était le Covid, la pandémie, qui nous a aussi prouvé, qui nous a aussi montré la valeur et l'importance de l'unité, de travailler ensemble. Et de la solidarité, parce qu'on va prendre les migrants, nous, en ce qui nous concerne, évidemment, ukrainiens, dans chacun de nos pays. Hein. Dans l'autre sens, ça va marcher, j'imagine, Marc Tarabella, la répartition maintenant. Hein. Il y a une question qui divise encore un tout petit peu quand même l'Est et l'Ouest, c'est celle de l'élargissement et de futures adhésions qui sont réclamées, par exemple, par l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie. Là, c'est vrai que les pays de l'Est, ils sont plus sensibles, ils disent que c'est une façon de se protéger, de rentrer dans l'Union européenne. Mais alors l'Ouest est plus inquiète parce que ça ferait encore matière à provocation pour Vladimir Poutine, non? Non, il est clair d'une part que je crois que l'Europe ne doit pas s'élargir tout de suite parce que l'Europe est malade, qu'elle a une convention sur le futur de l'Europe, voir comment on s'organise à l'avenir pour décider mieux, arrêter cette règle de l'unanimité qui est une paralysie, qui ne permet pas de mettre en œuvre les traités quand il faut sanctionner un pays qui ne respecte pas les règles de droit, comme la Hongrie, comme la Pologne, parce qu'il faut l'unanimité des autres et on ne l'a jamais. Et donc l'Europe est malade, malgré l'unité qu'on a aujourd'hui face à l'adversité, face à ce qui se passe en Ukraine. Et donc il faut d'abord réformer l'Europe. Et puis on ne rentre pas dans l'Europe comme ça sur un coup de cœur parce qu'il y a un problème. L'Europe, quand on rentre dans l'Europe, le pays qui va rentrer dans l'Europe, il doit avoir fait des efforts énormes. D'abord, ce qu'on appelle remplir et être compatible avec l'acquis communautaire. Donc les règles de droit doivent avoir déjà changé avant d'entrer dans l'Union européenne. Et c'est vrai dans tous les domaines. Alors, votre voisine n'est pas du tout d'accord. On voit bien une grosse nuance là s'exprimer. Oui, vous avez raison parce que j'ai vécu qu'est-ce que ça présente les échanges structurels, beaucoup de travail. Vous avez raison. Mais est-ce que l'Ukraine, qui a sous-signé le demande pour venir à l'Europe, ils ont sous-signé par leur sang? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus valable? Je ne connais pas. Mais le processus
Au-delà de l'émotion qu'on peut tous avoir et de la tristesse qu'on peut éprouver, de la solidarité avec le peuple ukrainien, c'est quoi le régime derrière? Il n'y a pas d'oligarque en Ukraine? Est-ce que la règle de droit est respectée? Il faut examiner tout ça. Est-ce que la Turquie, pour combien des années la Turquie a dans le processus d'attente? 20 ans, 20 ans. Non, la Turquie a demandé en 1963, ça tombe bien, c'est une année qui nous est chère. Ils ont déjà le candidat. Ils ont déjà le candidat. Ce que nous voulons... Le problème, c'est que l'Europe n'a jamais dit oui pour les pourparlers d'adhésion à la Turquie pendant 42 ans. On leur a seulement dit oui, on va entamer des pourparlers d'adhésion en 2005. 42 ans après leur demande. Et puis il y a eu Erdogan et sa dérive autoritaire, et forcément la Turquie, c'est plus à l'ordre du jour pour le moment. Nous avons cessé, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il voulait Zelensky, il a voulu être candidat. Il a proposé la candidature. Et nous, je pense que nous devons lui dire oui. Non, nous vous proposons d'être candidat. Moi, je suis d'accord. On voit que vous n'êtes pas d'accord, mais alors justement, la République tchèque, votre pays, prend en juillet la présidence tournante du Conseil européen et succédera ainsi à la France. Aurez-vous une approche et une sensibilité différentes, et notamment sur ces questions de l'élargissement, peut-être? Je pense que... Il faut vraiment compter que la candidature, ça n'est pas déjà l'admission. La candidature, c'est... un premier pas. Oui, le premier pas. Le premier pas, je ne vois pas aucune raison pourquoi on ne peut pas admettre, pourquoi on ne peut pas accepter. Parce que ça déclencherait à nouveau une guerre, y compris en Géorgie et en Moldavie. Vladimir Poutine. Mais Poutine jamais... Il n'a jamais pas dit que la candidature ou l'Union européenne, il a protesté contre l'OTAN. Oui, l'OTAN, mais je peux comprendre. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat qui existe encore entre l'Est et l'Ouest, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Et vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.